Eh bien, Franck Marotte, bonjour et Bonjour. merci beaucoup d'accepter cette interview lecteur donc pour le site Automobile Propre, spécialisé dans les véhicules électriques et hybrides. Vous êtes président de Toyota France depuis juillet 2019. C'est exact. Et donc on a eu énormément de questions, on a eu un peu plus de 110 questions sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. J'en ai sélectionné une dizaine. Première question, c'est Aurélie D qui demande: comptez-vous encore investir dans la recherche-développement pour les moteurs thermiques, hybrides y compris, ou Toyota va-t-il tout investir pour tenter de rattraper son retard actuel sur le 100% électrique? Alors, ce qui est important pour Toyota, c'est de contribuer et d'une à la mobilité et de deux à la décarbonation. Ça veut dire proposer des produits qui soient commercialisés, qui correspondent à des usages et à des prix de transaction avec les consommateurs qui soient cohérents du pouvoir d'achat qu'ils ont et de ce qu'ils attribuent dans ce pouvoir d'achat à l'automobile. Quand on se dit ça, ça veut dire qu'il faut continuer incontestablement à accompagner la décarbonation avec des solutions intermédiaires que sont l'hybride auto-rechargeable, l'hybride rechargeable, et continuer à les faire progresser jusqu'à temps qu'un jour elles s'éteignent. Nous, on a fixé une date butoir pour qu'elles s'éteignent, puisque 100% des Toyota qui seront vendus à partir de 2035 seront zéro émission. Donc, 2035. 2035. La date butoir. Et 2030 pour Lexus. Donc ça veut dire qu'à cette date-là, nous ne vendrons plus de voitures neuves hybrides, quelle qu'elle soit. Mais donc pourquoi il faut continuer à investir? Parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. La nécessité effectivement de faire progresser les choses pour décarboner, elle est plus que jamais urgente. Donc on doit continuer à baisser le CO2, la consommation de ces véhicules, et continuer à investir dans ce sens-là jusqu'à ce qu'on les arrête aux dates que je viens d'indiquer. Ça veut donc dire continuer à investir aussi dans les moteurs thermiques qui les constituent, ce qui est important. Et puis on va aussi continuer à investir dans les moteurs thermiques pour une deuxième raison, parce que quand on parle décarbonation, évidemment, dans l'idéal, il s'agit de toucher prioritairement les véhicules qui émettent le plus de CO2. Malheureusement, ce ne sont pas les plus récents, ce sont les plus anciens, qui sont les moins coûteux, et qui touchent une clientèle avec des pouvoirs d'achat à l'automobile qui est modeste, et donc des clients qui, si on attend qu'ils achètent des voitures neuves électriques, on va attendre un petit moment, et on va perdre autant de temps pour effectivement décarboner. Ce que l'on souhaite faire chez Toyota, c'est de la recherche et développement pour essayer de remplacer, de manière très simplement dite, le pétrole qu'on met dans les moteurs de ces clients-là par autre chose, qui soit complètement zéro émission, ça pourrait être par exemple de l'hydrogène, soit neutre en carbone, ça pourrait être des carburants synthétiques, ce qu'on appelle autrement les e-fuels. En tout état de cause, l'idée, et je ne dis pas, pour l'instant c'est une idée qui fait l'objet de recherche, on n'a pas encore abouti complètement, mais l'idée c'est que sans redépenser des sommes astronomiques sur le véhicule existant, le client puisse basculer d'un véhicule qui émet beaucoup de CO2, parce que c'est un ancien moteur, à un véhicule qui est neutre ou zéro émission. Alors deuxième question, Chivan 6416, alors qui est assez offensif. Pensez-vous encore avoir une chance de rattraper le retard pris sur la technologie des véhicules électriques par rapport aux concurrents? Êtes-vous conscient de conserver votre place de premier constructeur mondial ces prochaines années, compte tenu de ce retard? Donc là aussi, il y a un préjugé. Alors la place de numéro 1 mondial a été une conséquence d'une stratégie, ça n'a jamais été un objectif premier. Il se trouve que, parce qu'on a fait de l'hybride il y a 25 ans, parce qu'on est présent mondialement, parce qu'on a un certain nombre de qualités reconnues dans le travail que l'on accomplit, reconnues par nos clients, on est devenu depuis 3 ans, 4 ans, premier constructeur mondial. Bon. Maintenant, concernant l'électrique et le retard que mentionne et notre capacité à combler notre retard, comme le dit votre lecteur. En l'occurrence, on a annoncé il y a quelques mois un plan très offensif pour améliorer nettement nos performances sur les modèles électriques. Je citerai quelques éléments. On a l'ambition dans les 3 ans de baisser le prix des batteries de 30%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et de baisser le prix de la fabrication d'une voiture électrique de 50% par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur une voiture hybride. Donc ça veut donc dire des baisses de coûts pour l'entreprise qui seront massifs et dans un temps qui est extrêmement court. Ça veut dire une réorganisation complète de nos processus, également de notre manière de faire des batteries. Ça veut dire des sauts technologiques pour ce qui est des batteries. Je vais pas trop rentrer dans la technique, mais on va changer de type de batterie. On va vers des batteries solides, c'est ça? On va vers des batteries solides en passant par des batteries bipolaires. Donc on va pas perdre tout le monde avec des données trop techniques, mais voilà, on a des sauts technologiques très importants qui permettent de faire moins cher, plus petit,
plus sécurisé que les batteries d'aujourd'hui. Donc on va effectivement, et on a effectivement un plan. L'objectif, c'est lequel? C'est pas forcément de s'étalonner par rapport à nos compétiteurs. C'est surtout de finir par proposer dans les 3 ans, eh bien, une offre de produits électriques qui soit peu ou prou dans des zones de prix comparables à ce qu'aujourd'hui on commercialise en hybride. Pour ne pas perdre de clients, pour ne pas laisser de consommateurs au bord de la route, et de vraiment donner la capacité à tous ceux qui achètent aujourd'hui des voitures neuves de continuer à en acheter demain. Puisqu'on voit bien que la grande difficulté du moment, même pour les mieux disants sur les voitures électriques, c'est d'atterrir sur des prix qui soient comparables au thermique ou à l'hybride. Et c'est très difficile aujourd'hui. Donc ça veut dire que pas seulement nous, mais tous les constructeurs vont devoir travailler dans les années qui viennent pour trouver des solutions techniques et des process qui permettent de baisser ces prix. Voilà. Ensuite, on a Florent, donc qui parle du BZ4 actuel que j'ai pu moi-même essayer. J'avais essayé également son cousin de chez Lexus, qui est un peu plus long. Et il dit pourquoi vous n'arrivez pas à concurrencer Tesla en termes de prix sur ce produit-là actuellement. Dans le plan dont je viens de vous parler, il y avait 2 sujets. Donc il y avait travailler sur les batteries et puis travailler sur nos process industriels pour baisser de 50% les coûts de production. Ce qui aujourd'hui constitue un avantage pour le constructeur que vous venez de citer, ce sont les coûts de production. Pourquoi? Parce que ils ne viennent pas d'un monde du thermique ou de l'hybride. Ils ont construit des usines aux États-Unis, en Allemagne, uniquement pour faire des voitures électriques, en partant d'une page blanche. Ce qui n'est pas notre cas, évidemment. Donc ça veut dire qu'ils ont pu organiser leur outil industriel en fonction des contraintes très spécifiques et très différentes des voitures électriques, qui sont fondamentalement des voitures beaucoup plus simples, avec beaucoup moins de pièces, qui ont des processus de montage très différents. Donc là encore, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais ça leur permet aujourd'hui d'avoir un avantage sur les coûts de production, incontestablement, que nous n'avons pas encore pu mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est probablement une partie des explications. Après, il peut y avoir des attendus différents en termes de niveau de qualité dans la durée, puisque Toyota est très connu pour la durabilité de ses produits. La qualité dans le temps, ça a un coût, malheureusement. Le service après-vente. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre les 2 entreprises. Mais ce que je peux admettre, c'est que sur la partie des processus industriels et des modes de fabrication, ils bénéficient d'un avantage qui est lié à leur histoire, leur absence d'histoire quelque part et leur démarrage de zéro. Donc on a Fabien Bridlance qui nous demande « Allez-vous faire une Yaris électrique à Valenciennes ?» Et on a eu plusieurs questions en fait en ce sens. Il y a beaucoup de clients français, Toyota ou pas encore, qui attendent en effet une Yaris produite à Valenciennes 100% électrique, même si elle s'appelle pas Yaris. Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle que les clients soient attachés à ce qu'on produise des voitures à Valenciennes. C'est une stratégie fondamentale de notre marque en Europe, en France en particulier. On a eu, dans l'histoire de l'automobile en France, les 2 seuls produits Yaris et Yaris Cross qui ont été labellisés d'origine France. Et donc, on a cet ancrage industriel qui est extrêmement important et je suis ravi que les internautes, les clients adhèrent à cette stratégie-là. Je vais évidemment pas dévoiler de plan produit aujourd'hui. Par contre, ce qui est parfaitement clair, c'est que si en 2035, Toyota ne doit vendre que des voitures électriques, soit à hydrogène, soit à batterie, mais des voitures zéro émission, ça veut donc dire que toutes les usines que l'on a en Europe, qui ne fournissent que les clients européens, devront produire des voitures électriques. Quels produits, comment? Évidemment, je ne vous dirai rien aujourd'hui. Certains parlent de BZ1. Donc, la direction, elle est claire. En 2035, toutes les usines européennes ne produiront que des voitures électriques pour les vendre sur le continent européen. Donc, nous aurons une héritière de la Yaris en 100% électrique, mais on ne sait pas quand. Je vous laisse interpréter mes propos. Alors on a Didier 013 qui nous demande pourquoi ne pas commercialiser la BZ3, qui est une compacte sur base de BYD, en Europe. Alors là encore, je vais pas dévoiler le plan produit des voitures électriques. Ce que je peux dire, c'est que notre ambition, comme on l'a fait sur l'hybride, eh bien, c'est progressivement de proposer des offres électriques à batterie dans tous les segments qui sont importants en Europe, avec des silhouettes appropriées. Voilà. Et le partenariat avec BYD actuellement, qu'en est-il? Alors, le partenariat, il est à la fois pour le marché chinois, à la fois pour l'approvisionnement de batteries,
à la fois pour des développements autour des voitures électriques. Donc il y a plusieurs pans, puisque BYD est un des plus gros constructeurs chinois et avec des volumes de vente de voitures électriques très significatifs en Chine. Donc il a beaucoup d'expérience qui est intéressante pour le groupe Toyota. Donc on travaille sur beaucoup de sujets. Ça aboutira et ça débouchera sur un certain nombre de produits que l'on commercialisera dans le futur sous une forme ou sous une autre. Et donc on communiquera en temps utile. On a une question qui est plus sympathique de Jelalix qui nous demande quel est votre secret pour faire des voitures si fiables. Alors c'est une très bonne question. Si c'est un secret, ça veut dire que j'ai pas le droit d'en parler. Mais je vais quand même donner quelques indications. La première est probablement la principale. Ça concerne la conception de nos voitures. Concevoir une voiture, ça prend 4 ans. Donc c'est long et c'est un processus très complexe qui implique beaucoup de métiers différents. Des stylistes qui la dessinent, des ingénieurs qui conçoivent chacun des éléments de la voiture. Enfin bon. Ce que l'on fait spécifiquement chez Toyota et probablement plus que d'autres constructeurs, c'est que dès le premier jour, dès le dessin de la voiture et dès la conception de chacune des pièces qui la composent, on étudie parallèlement le processus d'assemblage et de montage de la pièce que l'on est en train de concevoir. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on part d'un postulat. Il faudra systématiquement que dans l'usine où on assemblera la voiture, le processus d'assemblage soit simple, confortable pour l'opérateur. Parce que toutes les études ont prouvé que dès que l'assemblage est complexe et inconfortable pour l'opérateur, ça génère des problèmes de qualité. Ça, c'est vraiment le point de départ. C'est facile à dire, sauf que c'est très difficile à mettre en œuvre pendant 4 ans sur tout le projet véhicule, en permanence. Et donc, on a, tout au long des projets, eh bien, des contrôleurs, justement, qui connaissent tous les processus de montage des voitures, qui sont des spécialistes de l'industriel, et qui sont intégrés dans le projet et qui sont en permanence des vigies pour vérifier que tout ce que l'on conçoit respecte ce critère. La deuxième chose qui est très importante également et probablement un peu différent chez Toyota, c'est qu'au cours du processus de fabrication dans l'usine, nous n'avons pas un processus qui consisterait à dire on fabrique la voiture et on vérifie la qualité à la fin de la fabrication, une fois qu'elle est terminée. On a des points de passage qualité qui sont tout le long de la chaîne. Et dès qu'un problème qualité est identifié, nous arrêtons la chaîne, nous réglons le problème là où il est identifié, avant de redémarrer la chaîne. Et par contre, nous n'avons pas de système qu'on appelle de bout de chaîne, où on vérifie la qualité terminale, parce qu'en fait, la vérification, elle est tout au long du processus. Voilà, donc on préfère ralentir, on va dire, la chaîne de production plutôt que derrière devoir remettre en... Il y a d'autres secrets. Après, il y a les composants, la nature des composants, les critères qui sont donnés aux fournisseurs en termes d'exigence, de résistance. Je prends le cas des métaux. On a des métaux qui sont plus épais sur une Toyota, qui résistent mieux aux températures extrêmes. Bon, voilà. Donc il y a un catalogue assez large. Voilà quelques exemples. On a eu pas mal de questions critiques sur le système multimédia embarqué, puisqu'on parlait des véhicules électriques. Et en effet, on disait que c'est des téléphones portables sur roue. Que comptez-vous faire pour améliorer, on va dire, l'expérience utilisateur multimédia actuellement? Alors, pour les constructeurs automobiles, c'est toujours un très grand challenge, cette histoire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on met 4 ans pour concevoir une voiture et on la vend pendant 6 ans. C'est à peu près ça la norme. Donc ça veut dire qu'entre le moment où on imagine la voiture et le moment où on arrête de la vendre, il se passe 10 ans. C'est une belle inertie. Donc c'est très long, dans un domaine, celui que vous citez, qui est très évolutif. Les constructeurs de smartphones, ils changent le modèle tous les ans à peu près. C'est le rythme. Ça dure pas 10 ans. Donc, on a beaucoup progressé dans ce domaine. Les dernières générations d'infotainment dans les Toyota et les Lexus, de par les retours clients, sont considérablement améliorés par rapport aux générations précédentes. Nous avons également donné accès à de la connectivité très élargie avec les plateformes, avec les outils qui sont les plus pertinents pour l'usage client. Donc, on a globalement, à la fois par ce qu'on installe dans la voiture, la capacité qu'on donne à connecter avec un certain nombre d'outils, de plateformes, on a offert globalement une prestation client qui est nettement meilleure. Après, c'est sans fin. Nous sommes de plus en plus convaincus que si on veut rester, je dirais, complètement à jour dans nos propositions, ça passe incontestablement par une capacité à mettre à jour nos systèmes régulièrement, sans faire venir le client en concession, bien sûr, parce que c'est trop contraignant. Ce qui est le cas sur ce véhicule-là. Sur le BZ4X. Donc, c'est ce qu'on appelle des mises à jour over the air. Donc, ça veut dire... Ça se fait par Internet, simplement par la 5G, et ça permettra d'offrir une prestation toujours améliorée et toujours à jour aux clients. Ça, c'est notre ambition, c'est ce qu'on fait progressivement, et c'est ce que BZ4X propose. Sur l'hybride rechargeable, une question de Adrien. Quel avenir voyez-vous pour les véhicules hybrides rechargeables
ont beaucoup d'avantages, mais qui sont en effet critiqués aussi pour leur côté, on va dire, usine à gaz, quoi, parce qu'on embarque à la fois la technologie d'un véhicule thermique et à la fois la technologie d'un véhicule électrique. Je crois que la critique principale qui est faite, elle n'est pas forcément faite aux constructeurs, mais elle est plus faite aux utilisateurs. Parce qu'ils ne rechargent pas suffisamment. Et qu'on a statistiquement de nombreux utilisateurs de PHEV, d'hybrides rechargeables, qui du coup roulent en thermique, avec des véhicules qui sont plus lourds parce qu'ils ont des batteries à bord, et finalement consomment plus qu'un véhicule thermique traditionnel. Ils jouent pas le jeu. En tout cas, ils utilisent pas le produit tel qu'il est conçu. Pour cela, une Toyota, c'est toujours mieux, ou une Lexus aussi, parce que lorsqu'ils ont cessé de rouler en tout électrique, ou lorsqu'ils ne rechargent pas, ils roulent quand même en hybride. Auto-rechargeable, avec le système hybride bien connu de Toyota depuis 25 ans, qui permet d'abaisser nettement la consommation et de rester dans des zones qui soient tout à fait qui fait référence auprès de tous les taxis dans le monde. Voilà, qui fait référence. Donc il y a au moins cet avantage, quand on recharge pas et qu'on n'optimise pas l'usage, une Toyota ou une Lexus, c'est toujours mieux. Nous, on ne fait qu'encourager le bon usage du véhicule, en ayant entre autres des formations à l'utilisation. On a ce qu'on appelle une Beyond Zero Academy, qui, lorsqu'on livre un véhicule hybride rechargeable, consiste à former un utilisateur à la conduite liée à l'hybride, à la recharge, etc. Bon, donc on essaye d'accompagner notre client vers une bonne consommation du produit. Et puis après, moi je pense que ça reste fondamentalement une offre très pertinente pour certains usages. Pas pour tous, évidemment. Mais des gros rouleurs qui ont capacité, d'une manière ou d'une autre, à charger, soit de leur entreprise, soit à leur domicile, soit sur la route, c'est une proposition qui permet d'avoir une consommation moyenne extrêmement faible. On est à 3 litres, 4 litres. Alors ça dépend effectivement du kilométrage que l'on fait en tout électrique, mais on arrive à baisser considérablement les consommations. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour répondre à cette interview. Merci à vous. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt et encore merci. Merci beaucoup.